Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et vos journaux en une du Figaro au Financial Times reviennent bien entendu très largement sur la crise ukrainienne. Pour en parler, nous sommes en compagnie de deux spécialistes. Frédéric Charillon, bonjour. Vous êtes professeur des universités en sciences politiques à l'université de Clermont-Auvergne, cofondateur de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, auteur de Guerre d'influence aux éditions Odile Jacob. À côté de vous, Alexandra Goujon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Bourgogne, rattachée au Centre de recherche et d'études en droit et sciences politiques, spécialiste de l'Ukraine, de la Biélorussie. On vous doit notamment l'Ukraine de l'indépendance à la guerre aux éditions Le Cavalier Bleu. Libération revient sur cette nouvelle intervenue en pleine nuit. L'Élysée l'a annoncé, les présidents Biden et Poutine ont chacun accepté le principe d'un sommet, un sommet à une seule condition, qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas eu lieu d'ici là. Qu'est-ce que ce sommet pourrait changer selon vous, Alexandra Goujon ? Alors, on ne peut pas savoir ce que ce sommet pourrait changer. Ce que l'on voit, c'est que la diplomatie continue d'être activée, quand bien même, sur le terrain, il y a une intensification des tirs sur la ligne de contact. Alors, il y a les troupes russes qui sont massées à la frontière de l'Ukraine, à l'est, mais la ligne de contact qui sépare le territoire séparatiste du territoire contrôlé par l'armée ukrainienne, et bien sûr cette ligne de contact, intensification depuis 4 jours. Et puis on voit également des médias russes qui ne cessent d'accuser les autorités ukrainiennes. Donc le climat de tension, à mon avis, continue. Après, la question d'organiser un sommet en fait entre Biden et Poutine revient, si je puis dire, aux exigences de départ. Souvenons-nous, une escalade militaire ou un déploiement militaire inédit, puis 2 propositions de traités posées sur la table le 17 décembre par Poutine, un traité à l'attention des États-Unis et un autre aux États membres de l'OTAN, avec cette plusieurs exigences, dont une garantie écrite de non-élargissement à l'est de l'OTAN. Et c'est bien cela que veut continuer à discuter Poutine. On sait pour l'instant, par contre, que les Américains ont déjà rendu leur réponse au mois de janvier en disant qu'ils ne pouvaient pas s'engager à ne pas laisser les portes ouvertes de l'OTAN. Et ça a été rappelé d'ailleurs par Emmanuel Macron lors de sa visite à Moscou. On va voir les arguments des uns et des autres, puisqu'il faut essayer de restituer la logique des différents acteurs. Et évidemment, cette logique n'est pas la même. Votre point de vue, Frédéric Charillon, sur ce sommet, qu'est-ce qu'il pourrait changer ? Qu'est-ce qu'il change d'ores et déjà ? Parce que cette annonce est en soi, bien entendu, une nouvelle inflexion dans ce conflit. C'est un grand changement par rapport à il y a quelques années, souvenons-nous, quand la Russie envahissait cette fois la Géorgie et que Barack Obama, à l'époque président des États-Unis, qualifiait la Russie de puissance régionale. De toute façon, ça n'est qu'une puissance régionale. Là, on a quand même un décor très différent. On a le président américain qui annonce qu'il souhaite, qu'il est prêt à rencontrer Vladimir Poutine. Donc il y a une reconnaissance d'un statut, d'une influence de la Russie, qui est là reconnu. C'est peut-être ce que cherche aussi Vladimir Poutine. Il est possible que dans cette affaire, Vladimir Poutine, il y a évidemment des visées sur l'Ukraine, il y a le dossier ukrainien, et Alexandra vient de le rappeler. Il y a aussi le grand jeu global. Le grand jeu global, c'est qu'on s'acheminait tout droit vers une nouvelle guerre froide, c'était le grand mot à la mode. États-Unis, Chine. Ce mot vous plaît-il, Frédéric Charillon ? Pardon ? Est-ce que ce mot de guerre froide vous paraît approprié ? À plusieurs reprises, à plusieurs égards, non. Parce que la guerre froide, ça fait référence à cette époque dont on se souvient et qui était très cloisonnée. Il y avait 2 systèmes politiques qui échangeaient très peu. Alors, il y a des points communs. Il y a aujourd'hui, évidemment, entre la Chine et les États-Unis, une guerre idéologique qui est assumée. D'ailleurs, la Chine assume totalement le fait de ne pas souscrire à la démocratie telle qu'on l'entend en Occident. Les États-Unis ne souscrivent pas, évidemment, au modèle autoritaire chinois. Donc, on retrouve tout ça. Mais enfin, on est dans un monde où tout le monde échange, où tout le monde se parle. Et donc, je crois que ce monde-là, cette bipolarité
annoncée, même si vous avez raison, sur le fond, le terme n'était pas le bon, mais elle était annoncée. En tout cas, une polarisation ou une concentration des relations internationales sur États-Unis-Chine ne plaisait de toute évidence pas à M. Poutine. Il a réussi à revenir dans le jeu en utilisant pour ça tous les instruments dont il avait l'usage, y compris d'ailleurs aussi, on en reparlera sans doute, d'autres méthodes qui ne sont pas aussi brutales, qui sont celles des médias, de l'information et une guerre psychologique. La situation est plutôt bien choisie pour la Russie. La Russie donc entend peser effectivement à l'échelle mondiale. Il y a la création donc d'un certain désordre, puisque finalement ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a déjà beaucoup de bruit depuis le début de cette crise ukrainienne. Il y a donc un véritable tohu-bohu autour de cette situation. Et si la Russie est dans une situation plutôt favorable, c'est notamment parce que le prix des hydrocarbures est haut, les réserves de la Russie sont importantes. C'est une manière de choisir un bon moment, Alexandra Goujon, pour peser beaucoup plus à l'échelle internationale. Alors oui, moi je souscris à ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de puissance de la Russie, une volonté de puissance régionale en Europe, et là on le voit, c'est quand même la question européenne qui est au centre, mais une volonté de puissance aussi internationale. Alors je pense, mais là je parle aussi sous le contrôle de Frédéric Charaillon, que l'arrivée de Biden au pouvoir a sans doute changé la donne côté russe, c'est-à-dire une possibilité, si je puis dire, une tradition démocrate non interventionniste, et quelque part le retrait américain d'Afghanistan a sans doute aussi donné des éléments aux Russes pour dire voilà, il y a peut-être une faiblesse de ce côté-là, et donc si on relançait cette question de l'OTAN, dont je rappelle quand même qu'elle est présente dans le discours russe depuis le milieu des années 2000. Mais a priori, c'est une question. Les exigences sont sur la table. A priori, c'est une question qui était réglée oralement, la question de l'OTAN au moment de la désagrégation de l'Union soviétique. Il y avait une sorte de modus vivendi, Alexandra Goujon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de l'éclatement des régimes communistes, en fait, la Russie n'était pas du tout obsédée par l'OTAN, elle était obsédée par son intégrité territoriale. Dans les années 90, on craignait un éclatement même de la Russie. Et il y a un partenariat pour la paix qui a été mis en place par l'OTAN vis-à-vis des voisins. Donc, il y avait des relations OTAN-Russie, OTAN-Ukraine. Et c'est véritablement après l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir que, si je puis dire, une volonté de puissance internationale a émergé, mais aussi régionale. Notamment, on parle assez peu du projet côté russe dans la région, du projet d'union économique eurasiatique, qui vise, alors souvent on dit que c'est la reconstitution d'une Union soviétique, en tous les cas c'est la constitution d'une organisation régionale, dont fait partie aujourd'hui par exemple la Biélorussie ou l'Arménie, et à laquelle voudrait absolument que l'Ukraine adhère. Poutine voudrait, et c'était vraiment son projet, et le rapprochement de l'Ukraine à l'Union européenne en 2014 avec l'accord d'association avec l'Union européenne, eh bien fait tomber ce plan, si je puis dire, d'une organisation régionale qui soit un petit peu en miroir de l'UE sur le continent européen. Alors donc, on voit à Frédéric Charillon une Russie qui veut peser à l'échelle internationale, qui profite, nous dit Alexandra Goujon, d'un moment où les États-Unis peuvent sembler faibles puisque la fuite d'Afghanistan a été interprétée comme telle. Mais justement, Joe Biden entend montrer qu'il n'est pas un président faible parce que lui aussi, je crois, a une opinion intérieure. Et cette opinion intérieure, elle verrait d'un mauvais œil que cet homme soit silencieux face à la crise ukrainienne. Oui, c'est toujours un peu le paramètre interne d'un président des États-Unis élu démocratiquement, c'est qu'il a une réputation quand il arrive. Alors, quand il a la réputation de quelqu'un d'extrêmement belliqueux, il va tout faire, souvent, pour montrer qu'il n'est pas si dangereux que ça et qu'il est prêt à négocier. Quand, au contraire, il a la réputation, c'est un peu plus le cas de Joe Biden, d'être, je ne dirais pas émoussé, parce que ce serait inconvenant. Donald Trump dit Sleepy Joe. Voilà, mais même gaffeur aussi parfois. Et souvent d'ailleurs les présidents démocrates ont cette réputation de soit trop intellectualiser les conflits comme Obama avec sa patience stratégique, on s'en souvient, soit au contraire de vouloir négocier en permanence sans jamais agir. Biden veut se démarquer de cette image. Donc il se sent obligé aujourd'hui de montrer qu'il sait le faire. Et là on voit très clairement deux modèles face à face avec la Russie et les États-Unis. On voit un modèle, il y a deux modèles d'influence. Il y a un modèle américain, démocratique, libéral,
qui montre qu'il est toujours là, qu'il a toujours son influence, qu'il est capable de peser. C'est aussi d'ailleurs tout le sens peut-être de cette rhétorique américaine sur la Russie qui va attaquer, nous avons les informations, nous sommes au courant, nous avons toute l'intelligence au sens du renseignement qui est capable de le dire. Et puis de l'autre côté, une puissance de séduction. Si nous représentons le camp de la paix, nous représentons la démocratie, on a affaire à une agression. En face, on a un autre type d'influence, qui est celui des régimes plus autoritaires, qui ne cherchent pas à séduire. Poutine ne cherche pas à séduire, ou alors en envoyant 150 000 chars à la frontière, c'est une forme de séduction. 150 000 hommes. 150, un peu moins de chars. Pardon, 150 000 hommes, à la frontière, c'est une séduction brutale. Il veut plutôt essayer de déstabiliser l'autre. Il veut essayer de nuire, d'instiller le doute. D'où toutes ces médias sur c'est la faute des Ukrainiens, les séparatistes ne font que se défendre, etc. Mais ce que vous évoquiez sur Obama, il faut le dire, vous évoquiez la Géorgie, on pourrait parler de l'Ossétie, de l'Abkhazie, bref, tous ces conflits où bien, l'Occident s'est bien gardé d'intervenir. Il a réagi, l'Occident a réagi, il n'est pas intervenu militairement. Et d'ailleurs, l'Occident et les États-Unis en première ligne ont annoncé également qu'ils n'interviendraient pas militairement en Ukraine. Cela dit, vous avez parfaitement raison, on voit quand même là une riposte beaucoup plus forte. Géorgie 2008, ça s'est presque bien fini, on va dire, pour la Russie. Peut-être faudrait-il rappeler le contexte de la Géorgie. Alors, Alexandra sera bien plus pointue que moi là-dessus, mais en un mot, la Russie entre en Géorgie en 2008. On la qualifie de puissance régionale et ça se termine finalement pas trop mal pour les relations russo-américaines après ça. Effectivement, Alexandra Goujon, il faut rappeler quelles ont été les manœuvres de la Russie avec donc ces différents points chauds. On parlait de la Géorgie, on pourrait reparler de l'Ossétie du Sud ou bien de l'Abkhazie, où là, la Russie était présente et l'Occident a protesté mollement. Oui, tout à fait. Alors justement, pour rebondir sur cette stratégie russe, l'objectif de la Russie par rapport à ce que je disais, la sphère d'influence, la puissance dans la région, c'est de pouvoir soutenir des gouvernements pro-russes dans des différents pays. Et lorsqu'il n'y a pas de gouvernement pro-russe ou lorsque ces gouvernements ne sont pas assez loyaux à l'égard de Moscou, on utilise toute une diplomatie économique. Avec la Géorgie, ça peut être la guerre du vin. On empêche d'importer le vin géorgien en Russie, par exemple. Ensuite, il y a la stratégie militaire, d'intervention. Et là, on le voit, on a 3 pays qui sont aujourd'hui, qui connaissent un séparatisme. La Transnistrie en Moldavie, les 2 républiques séparatistes de Donetsk et Lugansk en Ukraine, et vous l'avez rappelé, Abkhazie et Ossétie du Sud en Géorgie. Ces séparatismes, comme par hasard, concernent 3 États qui ont un accord d'association avec l'Union européenne, et pour 2 d'entre eux, comme l'Ukraine et la Géorgie, qui demandent un plan d'action d'adhésion à l'OTAN. Donc pour la Russie, on voit très bien comment ces séparatismes sont une manière en fait de s'implanter dans le territoire et d'empêcher que les gouvernements aient l'intégrité, le contrôle sur l'ensemble de leur territoire. Et alors, ce qu'il faut rappeler, il faut insister là-dessus, Alexandra Goujon, parce que nous voyons les choses comme des Français, mais les Russes ne les voient pas de la même façon. Il y a donc non seulement des russophones, parce qu'il faut distinguer les gens qui parlent russe. On avait par exemple le grand écrivain ukrainien Kourkov, il parle russe, c'est sa langue maternelle, mais lui se considère comme un Ukrainien. Il y a aussi des russophones qui se considèrent comme des Russes dans le Donbass, dans la République autoproclamée de Donetsk, en Ossétie, bref, dans tous ces lieux-là, les Russes considèrent qu'il y a des Russes qui sont russes. Alors, c'est tout le paradoxe, en fait, parce que justement, au début, lorsque il y a eu l'annexion de la Crimée en 2014 et le soutien militaire russe aux séparatistes, très rapidement, en Russie, on a commencé à parler de compatriotes, ce qui est quand même un peu compliqué, puisque c'était des citoyens ukrainiens, dont une partie sont d'origine russe. Ça veut dire quoi d'être d'origine russe en fait en Ukraine aujourd'hui ? Ça peut être avoir ses 2 parents qui viennent de Russie, ça peut être aussi, comme beaucoup dans le Donbass, des mariages mixtes. Ça peut être des parents qui parlent russe et une grand-mère qui parle ukrainienne. Donc en fait, qui parle ukrainien. Donc en fait, si vous voulez, ensuite on a eu une rhétorique sur ah non, c'est pas en fait les Russes qu'on va défendre, mais aussi les russophones. Et on a une espèce de flou
volontairement, parce que la Russie aujourd'hui et Vladimir Poutine parlent de monde russe. Alors ce monde russe, effectivement, il peut agglomérer tous les russophones, y compris ceux des pays baltes, par exemple. Sauf que les pays baltes, Vladimir Poutine a fait une croix dessus. Il sait que les pays baltes, c'est perdu. Frédéric Charillon n'est pas si d'accord avec moi que cela. Alexandra Goujon. Oui, mais pour revenir sur cette question des russophones, ça me paraît extrêmement intéressant de savoir qu'aujourd'hui, il y a des régions russophones où le séparatisme n'a pas pris. Kharkiv, Odessa. Il n'y a pas eu de développement du séparatisme. Pourquoi ? Les élites locales n'en ont pas voulu, les citoyens n'en ont pas voulu, et qu'aujourd'hui, le Donbass est coupé en deux, avec une partie du Donbass russophone, en partie d'ailleurs, largement, et surtout donc contrôlée par le pouvoir ukrainien. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que dans l'armée ukrainienne, il y a de nombreux russophones. Donc en fait, le partage politique fondé sur un partage linguistique n'est pas, si je puis dire, véritablement la cause. C'est plutôt l'idée vraiment faire partie du monde russe, ou alors, on va dire, faire partie d'un espace, comme l'a rappelé aussi Frédéric Charillon, d'un espace européen démocratique. Frédéric Charillon. Oui, évidemment, les pays baltes sont membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Ça change totalement la donne par rapport aux autres régions dont on parlait. Mais d'abord, non pas que Poutine n'abandonne jamais, c'est pas ça, mais c'est qu'il a quand même les moyens, non pas de reconquérir probablement, mais de tester sur les pays baltes. Il peut distribuer des passeports russes. Il y a quand même des minorités russophones dans ces pays. Il peut faire jouer le fait que ces pays sont extrêmement enclavés géographiquement, entourés par la Biélorussie, la Russie, etc. Et faire peser une inquiétude forte, on va dire, sur ces pays qui mettra à l'épreuve les nerfs de l'OTAN une fois de plus. Et pour revenir très rapidement sur ce que vient d'évoquer Alexandra, cette histoire de monde, le monde russe, c'est quelque chose de très important aujourd'hui parce que les Russes ne sont pas les seuls à faire ça. On va rester sur l'Ukraine et la Russie, mais on parle aussi d'un monde chinois, on reparle aussi d'un monde turc, on reparle en fait de ces anciens empires, en quelque sorte, qui sont en train, avec un homme fort, c'est le point commun à ces trois pays, avec un homme fort, d'essayer de pas reconquérir forcément par la force, encore que là, on le voit avec l'Ukraine, la question se pose, mais de reconquérir leur position de référence culturelle, historique, traditionnelle, sur une région dont ils estiment, ces hommes forts, qu'elle était mieux gérée quand eux étaient reconnus comme la puissance de tutelle incontestée. C'est une façon de dire, regardez ce qu'a fait l'Occident, tout va à volo, il est temps de retrouver un ordre naturel, et nous étions, nous, les garants de cet ordre. C'est une hypothèse que j'essaye de développer d'ailleurs dans le livre, qui est tout à fait discutable, qu'on peut discuter, mais qui me semble aujourd'hui expliquer beaucoup de choses. Erdogan, Xi Jinping, Poutine. Et effectivement, vous développez longuement les stratégies d'acteurs dans votre livre, Frédéric Charillon, Guerre d'influence, publié aux éditions Odile Jacob. Alexandra Goujon vous retrouve dans quelques instants. Vous avez publié L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre, aux éditions du Cavalier Bleu. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. L'Ukraine fait la une de tous vos journaux. La paix sur un fil, c'est par exemple le titre de Libération, avec une nouvelle intervenue cette nuit, une nouvelle offensive diplomatique avec un sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine, à condition, dit Joe Biden, que Poutine n'envahisse pas l'Ukraine. De quoi parle-t-on dans ces sommets? Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Alexandra Goujon qui a publié L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre aux éditions du Cavalier Bleu, Frédéric Charillon, auteur de Guerre d'influence aux éditions Odile Jacob. Frédéric Charillon, il y a eu énormément de tentatives diplomatiques, beaucoup de gens se parlent. Quels sont les points évoqués? Comment expliquer la longueur de ces pourparlers et pour l'instant leur efficacité, disons, mesurée? D'abord, évidemment, on n'y est pas, donc c'est toujours très, très difficile, mais c'est une négociation. Une négociation, ça prend du temps. Il y en a même plusieurs. Ce qui est même assez frappant là, c'est qu'il y a plusieurs intermédiaires. C'est qu'on a vu Emmanuel Macron, effectivement, mais parce que la France aussi a la présidence de l'Union européenne actuellement, donc ça renforce évidemment le rôle du président de la République en France dans cette affaire. Mais on a vu aussi le chancelier allemand qui s'est beaucoup impliqué. On a même vu, en dehors de l'Union européenne maintenant, le Premier ministre britannique avec quelques ratés, on s'en souvient, puisqu'il était en retard et que Vladimir Poutine finalement n'a pas daigné lui parler. Mais il y a un ballet diplomatique. D'abord, il y a un premier effet, c'est que ça met la Russie au centre du jeu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment
ce que veut Vladimir Poutine, je crois. La Russie a été qualifiée de puissance régionale. Elle est aujourd'hui effectivement le pays qui distribue, en apparence en tout cas. C'est le clou du spectacle, c'est le centre du jeu. Ça, de ce point de vue-là, on ne peut pas nier que Vladimir Poutine a totalement réussi à ramener son pays au centre du jeu. Alors après, évidemment, dans une négociation, il y a toujours les objectifs, il y a ce qui est acceptable. Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà ce qui est acceptable, voilà ce qui ne l'est pas. Ça, on peut en discuter. Après, il y a les modalités. C'est-à-dire, quelle est la séquence? Par quoi doit-on commencer? Est-il acceptable pour vous que ça se passe ici ou là? Enfin, c'est très compliqué. Question, Frédéric Charillon, dans ces négociations, est-il question uniquement de la paix ou de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses mises dans la balance, puisque la Russie n'est pas seulement présente dans cette région-là, là, c'est sa frontière, il y a aussi une présence de la Russie dans d'autres lieux, aussi bien donc la question syrienne que la question libyenne, que des questions qui concernent plus directement la France comme le Mali? Alors, évidemment, là encore, on n'est pas dans la salle où se déroulent les négociations, mais on peut imaginer que ça dépasse le cadre de l'Ukraine. L'Ukraine est un symptôme, l'Ukraine est un signal aussi pour la Russie. C'est le signal d'un retour en force. Alors, il y a d'abord tout ce que Vladimir Poutine avait demandé dans un texte qu'il avait adressé aux Occidentaux, c'est-à-dire de revoir, de remettre à plat, en quelque sorte, la sécurité européenne, l'architecture de sécurité européenne, où on voyait bien entre les lignes qu'il souhaitait retrouver une sphère d'influence, même si le terme est péjoratif, il nous rappelle la guerre froide, mais c'était bien un peu à ça qu'on en arrive aujourd'hui. Il a fait un certain nombre de revendications. Les Américains ont fait savoir que certaines d'entre elles étaient évidemment inacceptables. Par exemple, le fait de s'engager à ce que l'Ukraine ne soit jamais membre de l'OTAN. C'est difficile de bloquer, sinon d'hypothéquer l'avenir à ce point-là. Alors après, la question, c'est quand Emmanuel Macron, en tant que président français, parle avec Vladimir Poutine, est-ce qu'on évoque d'autres choses? C'est difficile à dire, mais la toile de fond est forcément là. L'Afrique, la société Wagner, il en a déjà été question dans une première rencontre antérieure entre les deux présidents. La question de Wagner, c'est-à-dire ces sociétés militaires privées russes qui se trouvent très massivement en Afrique et notamment au Mali, dans des pays dont la France se retire et dont on sait bien qu'elle est en réalité proche du Kremlin, même si Vladimir Poutine prétend le contraire, ça a déjà été un point évoqué. Donc oui, évidemment, on est dans un grand jeu, comme on disait au 19e siècle, là, un grand jeu global européen et pas seulement. Et alors, paradoxalement, dans le même temps, Alexandra Goujon, il y a eu de nombreux commentaires faits, notamment par l'Ukraine, pour dire que dans cet affrontement entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, le pays qui apparaissait le moins, c'était l'Ukraine. Qu'est-ce que ça signifie, selon vous ? Il y a plusieurs choses. Il y a une volonté d'en revoir, ce que disait Frédéric Charillon, l'architecture de sécurité en Europe. Pour vous donner une petite idée, dans les médias russes hier, à la télévision circulait une carte où une partie de l'Est de l'Ukraine était hypothéquée par la Russie, une partie de l'Ouest hypothéquée par la Pologne, et il restait un petit bout d'État au milieu, qui était l'Ukraine. Il faut bien voir qu'il y a une volonté en sous-main aussi de redécoupage des frontières. Parce que lorsqu'on parle d'invasion aujourd'hui, il faudrait parler de nouvelle invasion, puisque en fait... la Russie a annexé la Crimée, elle occupe aujourd'hui la Crimée, y compris les bases militaires ukrainienne de Crimée, et elle soutient militairement, financièrement le séparatisme à l'Est. Donc il y a, on va dire, cette volonté de redécoupage et qui met à mal la souveraineté de l'Ukraine. Donc là, effectivement, l'Ukraine, en fait, semble aujourd'hui prise dans un jeu qui la dépasse, et elle cherche sans cesse à rappeler sa place et la menace que représente la Russie, non pas seulement pour l'Ukraine, mais pour l'Europe tout entière dans cette volonté de redécoupage. Et alors, toujours pour restituer le point de vue russe, mais peut-être aussi le point de vue de certains Ukrainiens qui se sentent russes, ces annexions, elles sont perçues donc comme légitimes, comme étant finalement l'une des conséquences de l'aspiration légitime des peuples à choisir leur gouvernement. Et donc, en l'occurrence, pour le Donbass, la Crimée, la Russie dit que, eh bien, il y a une volonté pour ses habitants de rejoindre la Russie. Alors, déjà, deux choses. La Crimée a été annexée, je pourrais revenir là-dessus. Le Donbass n'est pas annexé. C'est-à-dire qu'il Quelle différence entre les deux? Alors, la différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est la loi russe qui s'applique en Crimée. Et que les institutions sont russes,
en Crimée, de fait, puisque je rappelle que cette annexion n'est pas reconnue par le droit international et qu'il n'y a pas de pays, y compris par exemple la Turquie, qui ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée. Concernant les républiques séparatistes, elles sont justement séparatistes. L'indépendance de ces républiques n'est pas aujourd'hui reconnue par la Russie. C'est ce qui est d'ailleurs un peu mis sur la table ces derniers jours par les parlementaires russes. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que éventuellement Vladimir Poutine voudrait annexer cette partie de territoire ? Qu'en pensez-vous ? Donc, je pense que c'est très compliqué parce que si on regarde par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'évolution des différents séparatismes, que ce soit en Transnistrie, en Géorgie, justement, l'objectif de Moscou, c'est de les soutenir, de les russifier en quelque sorte, puisqu'il y a un système de passeportisation, mais pas forcément de les récupérer. Donc c'est deux aspects différents. Sur la Crimée, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, les Russes clament le droit à l'autodétermination des peuples. Mais je rappellerai une chose, l'annexion de la Crimée, c'est 15 jours, top chrono, avec absence totale de transparence sur la procédure électorale du référendum, et entre les deux, le référendum porte sur le rattachement à la Russie. Le rattachement à la Russie, alors même que la Crimée n'est pas indépendante. Donc il y a une déclaration d'indépendance de la Crimée entre deux, mais c'est quand même un processus extrêmement rapide, avec impossibilité pour les élites ukrainiennes de se rendre sur place. Et alors, toujours si on continue dans le même registre, Alexandra Goujon, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a donc ces annexions qui ont été faites. Il y a aujourd'hui 150 000 hommes, 150 000 soldats russes massés à la frontière. Qu'est-ce que l'on peut imaginer ? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que dans les négociations qui sont faites, puisqu'on parlait des pourparlers diplomatiques nombreux, est-ce qu'il s'agit d'entériner donc la question du Donbass, du Donetsk ? Est-ce qu'il s'agit d'aller, par exemple, jusqu'à Kiev ? Parce que là, ça change complètement la donne. Il y a une opinion publique en Russie. Kiev est considérée comme une ville russe au sens où les Russes se sentent familiers. Au temps de l'Union soviétique, il y avait beaucoup de mouvements de population. Beaucoup de familles en Russie ont de la famille en Ukraine. Et donc, il n'est pas forcément évident d'imaginer que les Russes soient prêts à bombarder Kiev, par exemple. Tout à fait. Je crois qu'en fait, c'est le grand paradoxe de cette intervention. Donc, il faut savoir quand même que ce conflit en Ukraine, il date de 2014. Et qu'en fait, quelque part, le paradoxe, c'est qu'il y a une intervention pour intervenir dans la politique ukrainienne, c'est-à-dire annexion de la Crimée, développement du séparatisme, mais qu'en même temps, cette intervention, en fait, elle développe du patriotisme ukrainien. Et quelque part, on le voit d'ailleurs sur le volet de l'Union européenne ou de l'OTAN. C'est-à-dire que, notamment l'OTAN, l'opinion favorable à l'OTAN en Ukraine est profondément minoritaire avant le conflit. Et aujourd'hui, à force d'expliquer aux Ukrainiens, en quelque sorte, que la protection militaire ne peut venir que de l'OTAN, là, en fait, on voit grandir une opinion publique qui est davantage favorable à cette protection militaire. Mais surtout, vous avez raison de souligner, c'est le sentiment anti-russe, mais j'allais dire pas le citoyen russe, mais anti-pouvoir russe, en fait, qui augmente aujourd'hui en Ukraine. Et quelque part, ces troupes massées font renaître et font, on va dire, se développer le patriotisme ukrainien. Et on le voit aujourd'hui, on a des personnes, des citoyens ordinaires qui s'entraînent militairement le week-end au cas où il y aurait une invasion. Et donc ces 8 ans de guerre, quelque part, elles produisent en Ukraine ce patriotisme ukrainien. Et ce que voit Poutine, c'est que ce discours, quelque part, du monde russe a beaucoup moins prise aujourd'hui. Il est peut-être encore d'actualité dans une partie extrême orientale du pays, mais dans l'autre partie qui est mobilisée depuis 8 ans, je rappellerai qu'il y a 400 000 vétérans aujourd'hui en Ukraine à peu près. Donc on a une société qui vit cette guerre et où l'altérité, si je puis dire, à la Russie s'est développée. Frédéric Charillon. Oui, ce que vient de dire Alexandra Goujon est très important, c'est-à-dire qu'il y a une réaction ukrainienne. On a une espèce d'engrenage ou de jeu de chaises musicales, je vais m'expliquer tout de suite sur ce barbarisme négatif, c'est-à-dire qu'on a tendance souvent à présenter Vladimir Poutine en Occident comme un grand stratège, un joueur d'échecs, c'est l'expression consacrée souvent pour expliquer à quel point il a un coup d'avance sur tout le monde, mais effectivement, c'est pas évident du tout, parce qu'on a le sentiment que certes, aujourd'hui, la Crimée est perdue pour l'Ukraine, la Russie ne la relâchera pas, mais à ce moment-là, et ce que voudrait Poutine, c'est peut-être aussi étendre
ça à l'est du pays. Mais à ce moment-là, ça veut dire que Kiev est pratiquement perdu pour la Russie, même dans des relations de coopération ou de cordialité, et plus encore que la Russie est perdue pour l'Occident comme un interlocuteur de confiance. Parce que là, il y a un engrenage qui fait qu'on n'oubliera pas, quelle que soit l'issue de cette négociation, sans même d'ailleurs qu'il y ait d'invasion massive, c'est quand même quelque chose qu'on n'oubliera pas en Occident. Ce que vous êtes en train de dire, Frédéric Charillon, c'est qu'il se pourrait bien que ce pari de Vladimir Poutine soit perdant. Alors, dans les différents commentaires, il y a eu énormément de commentaires à la faveur de cette crise, mais parmi les différents commentaires, il est question finalement d'une stratégie qui s'avère néfaste pour la Russie, tout simplement parce que cela accentuerait, c'est la première conséquence de ce mouvement, et bien cela accentuerait le côté européen de l'Ukraine qui n'était pas entériné avant. L'Ukraine est un pays très divisé, Alexandra Goujon l'a rappelé. Il y a un ouest de l'Ukraine qui est attiré par l'Union européenne et par des accords avec l'Union. Puis il y a un orient de l'Ukraine qui se sent plus russe. On le voit même d'ailleurs dans la géographie électorale de l'Ukraine, où c'est tout à fait frappant. Mais effectivement, il faut voir que là, la Russie peut perdre beaucoup. Ce qui est étonnant, c'est que Vladimir Poutine s'acharne avec autant de brutalité sur la question ukrainienne. Alors on voit bien qu'il veut marquer le coup psychologiquement. C'est-à-dire plus d'élargissement de l'OTAN. Cette fois, je vais frapper un grand coup. Je vous l'avais dit pour la Géorgie, je vous l'avais dit pour l'Ukraine. Je mets mes menaces à exécution, je serai inflexible, etc. Très bien. Mais il faut voir aussi que dans les stratégies brutale de Poutine des dernières années, il a eu des bonheurs inégaux. C'est-à-dire que sur l'Ukraine, en 2014, ça lui a quand même valu beaucoup de sanctions. Ça lui a valu aussi de voir beaucoup de pays d'Europe orientale et centrale se jeter encore plus dans les bras de l'OTAN. Il a réussi d'autres coups, si on peut parler ainsi, mieux. La Syrie, c'était mieux joué, d'une certaine manière, parce qu'il y a eu hésitation des États-Unis et de l'Occident, qui jusqu'à 2013 se sentaient les seuls garants de ce qui pouvait se passer en Syrie. Il est arrivé. Ils ont tergiversé, ils se sont pris les pieds dans le tapis, ils ont hésité. Poutine est arrivé. Il a fait un coup de poker assez remarquable. En Ukraine, ça ne lui a pas valu beaucoup de bonheur. Mais alors, dans le même temps, Frédéric Charillon, comme je le disais tout à l'heure, la Russie aujourd'hui est dans une situation économiquement plutôt favorable suite au prix élevé des hydrocarbures. Les réserves du pays sont importantes et par ailleurs, lorsqu'on évoque les protestations vives européennes et américaines, les États-Unis n'ont absolument pas envoyé de soldats. On dit qu'ils n'interviendraient pas directement. Ils ont envoyé une quantité d'armes extrêmement modeste et absolument aucun fonds. Donc c'est une protestation certes, mais c'est une intervention vraiment à minima. Oui, alors en même temps, on est toujours dans le pari, en quelque sorte, qu'avait fait Barack Obama après la première crise ukrainienne de 2014, c'est-à-dire on ne fera pas la guerre. Pour ça, d'ailleurs, il n'y a pas d'accord au sens strict. Il y a pas plus. On a beaucoup critiqué les États-Unis sur l'Ukraine, sur la réaction un peu molle sur l'Ukraine et aussi sur la Syrie. Les présidents américains successifs ont toujours rappelé qu'il n'y avait pas. C'est pas des pays de l'OTAN. Il n'y a pas d'accord de défense entre les États-Unis et ni la population syrienne, ni d'ailleurs la population ukrainienne. Donc, de ce point de vue-là, le pari de l'administration Obama, qui est peut-être le même aujourd'hui, c'est de dire on va pas faire la guerre pour ça. En revanche, on va montrer que dans ce monde, qui est un monde aussi d'interaction, qui est un monde d'image, qui est un monde d'influence, un pays qui fait ça, ça va lui coûter très cher. C'était le pari d'Obama en 2014. Les sanctions, un certain isolement, et là, c'est le même discours de Joe Biden. On va mettre en place des sanctions, ça va faire très mal. Et tout le débat aujourd'hui, c'est de savoir si on annonce par avance des sanctions pour que ce soit dissuasif, et d'autres disent non, laissons à la Russie, justement, psychologiquement, se poser la question de ce que pourrait être l'ampleur de ces sanctions. On est sur ce terrain-là, c'est le pari, encore une fois, d'ailleurs, toujours de cette influence occidentale. Nous avons d'autres armes qui ne sont pas la guerre, qui ne sont pas l'intervention militaire. Laissons cela à Poutine. Il veut être brutal, il veut retrouver les vieux réflexes de l'invasion. Nous allons lui montrer que dans le monde actuel, tout ça va lui coûter très cher. Alexandra Goujon. Oui, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Je rappellerai quand même, vous l'avez souligné, par rapport à l'Ukraine, qui semble dépassée par ce grand jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous disiez Ukraine divisée, l'Ukraine est beaucoup moins divisée quelque part. Elle a ce séparatisme qui est une épine dans le pied, ça c'est certain, en dehors de l'annexion de la Crimée. Mais je rappellerai que les Ukrainiens, même si continuent de
dire qu'ils récupéreront un jour la Crimée. Et en fait, on parle souvent de l'Est et de l'Ouest de l'Ukraine, mais il y a le centre, en fait. N'oublions pas que la révolution de Maïdan s'est faite à Kiev et que là, lorsque Zelensky est arrivé au pouvoir en 2019 et qu'il a commencé à parler de dialogue avec la Russie, on a à Kiev, il y a eu des manifestations pour dire non à la capitulation, ligne rouge. Et donc, véritablement, aujourd'hui, Zelensky est sous pression de son opinion publique. Je rappellerai que c'est quand même Zelensky, quelqu'un qui vient de l'Est de l'Ukraine, qui est russophone d'origine. Et donc, on voit très bien comment il y a une unité qui se consolide avec cette menace russe. Avec là aussi une question, puisque les guerres ou l'absence de guerre ont toujours des liens avec la situation de l'opinion publique dans un pays. Vladimir Zelensky a été considéré comme étant trop mou. Il a été élu sur un programme qui était un programme de lutte contre la corruption. La corruption est en réalité demeurée à des niveaux extrêmement élevés, probablement plus élevés en Ukraine qu'en Russie aujourd'hui. Je vous pose la question, en tout cas, Alexandra Goujon. Et ce que l'on voit, c'est que là aussi, alors que Vladimir Zelensky avait été jugé trop conciliant, eh bien, il doit aujourd'hui lutter contre cette image en passant pour être, au contraire, un président extrêmement inflexible face à Moscou. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les promesses de campagne de Zelensky, c'était la lutte contre la corruption et la paix dans le Donbass. Pour lui, l'objectif, c'était de montrer qu'il y avait un volontarisme ukrainien. Les réunions au sommet du format de Normandie n'existaient plus à ce moment-là. Poroshenko, son prédécesseur, avait une attitude relativement agressive vis-à-vis de la Russie. Et en fait, Zelensky a adopté une attitude très pragmatique. Je veux voir Poutine, voir de quoi on peut discuter. Sauf qu'il s'est rendu très vite compte du fait que l'idée de démilitariser le Donbass, qui est l'idée première aujourd'hui des Ukrainiens, eh bien ça, les Russes n'en voulaient pas. Ils veulent absolument inscrire dans la constitution ukrainienne l'idée d'une autonomie de ces républiques séparatistes. En fait, l'objectif, c'est, encore une fois, d'éventuellement fédéraliser le pays pour que, eh bien, il y ait des vétos en termes notamment de politique étrangère. Alors certes, c'est un président qui aujourd'hui est affaibli parce que la paix dans le Donbass, on voit bien ce que ça donne, que la lutte contre la corruption est considérée comme insuffisante, mais tout de même, on fait une comparaison avec la Russie. C'est un pays où les élections sont libres, on ne connaît pas les résultats à l'avance, il y a une incertitude électorale, c'est un pays où il y a du journalisme d'investigation, et c'est ça aussi qui fait apparaître toutes les affaires de corruption. Et donc, notamment, ce qui a été salué, là je l'ai vu sur les réseaux sociaux ukrainiens, quel que soit le bord politique, c'est l'intervention de Zelensky au sommet de Munich, extrêmement ferme. Il faut peut-être rappeler le contexte, la façon dont il est intervenu donc à ce sommet. Oui, alors Zelensky, il y avait toute la question de savoir la menace d'invasion est imminente et est-ce qu'il faut aller à Munich ou pas ? Est-ce qu'il faut aller à Munich ? Moi, je pense que l'objectif des Ukrainiens, ils le savent très très bien. Pour le président Zelensky, si vous voulez, l'objectif, c'est d'avoir le maximum de soutien. L'Ukraine sait que toute seule dans la bataille face à la Russie, elle est affaiblie, quand bien même elle s'est renforcée, la capacité militaire s'est renforcée, bien évidemment, le soutien occidental est extrêmement important et je pense que c'est pour ça que Zelensky y est allé. Et effectivement, juste avant son discours, il a été applaudi. On clame assez régulièrement. Donc un coup politique réussi pour lui. Oui, tout à fait. Un coup politique en matière de politique étrangère, je pense, et en matière de politique intérieure, tout à fait. On voit en tout cas que la Russie a pu, Frédéric Charillon, avec cette crise, revenir au centre du jeu. L'Europe est présente, les États-Unis aussi. La Chine ? Vraiment, la Chine est très prudente sur cette affaire. Alors, la question elle est prudente, mais en parallèle de cette crise, elle s'affiche avec la Russie. Elle ne donne pas un avis tous les jours sur la situation en Ukraine, mais on a vu notamment à l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin que cette alliance sans limite, évidemment le terme peut sembler menaçant, il sonne en tout cas de façon inquiétante lorsque Xi Jinping et Poutine se rencontrent sans une table aussi grande que celle qu'il y avait avec Emmanuel Macron. Et Vladimir Poutine, d'ailleurs, c'était une de ses premières visites ou rencontres avec d'autres chefs d'État depuis très longtemps, parce qu'il est très très prudent dans la crise du Covid. Donc on a vraiment là une démonstration, un affichage des deux pays qui veulent montrer qu'il ne faut pas sous-estimer leur alliance, qu'on a
souvent trop tendance à penser que ça ne durera pas. C'est vrai que dans le passé, leurs relations ont été extrêmement tumultueuses. Les alliances sino-soviétiques ont failli très très mal finir. Là, ils veulent montrer tous les deux qu'ils sont solidaires. Solidaires sur quoi d'ailleurs? Probablement sur une certaine vision du monde, sur une vision autoritaire, sur l'idée d'une restauration d'un ordre de souveraineté, avec des puissances importantes, avec des mondes, un monde russe, un monde chinois, dans des régions qui sont leur zone d'influence, où l'Occident n'est plus souhaité, où sa présence est jugée contre-productive. Vladimir Poutine n'arrête pas de faire tout le bilan des interventions militaires, notamment occidentales, dans les dernières années, en disant « Regardez comment ils ont laissé le monde, il est temps de passer à autre chose ». Aujourd'hui, les deux sont convaincus que ce moment est venu parce que l'Amérique et l'Occident sont faibles. Mais y a-t-il de la place pour deux pays ? C'est exactement la question qui va se poser. L'une des clés peut-être de cette affaire ukrainienne et du dialogue entre les États-Unis et la Russie, c'est peut-être que les États-Unis pourraient essayer de faire du Nixon à l'envers, si vous me permettez encore l'expression. Oui, parce qu'on célèbre... Eh ben oui. Dans les années 70, ils avaient joué la Chine pour contrer l'Union soviétique. Aujourd'hui, peut-être qu'un rapprochement, un dialogue... Il faut juste rappeler la rencontre de Nixon et de Mao. Avec Mao au début des années 70 ou 72. Et aujourd'hui, l'idée, c'est peut-être justement de remettre en selle le partenaire russe comme grand interlocuteur au sommet de cette hiérarchie mondiale pour justement essayer non pas de l'attirer vers soi contre Pékin, mais en tout cas d'enfoncer un coin entre les deux, parce qu'il faut dire qu'il y a certainement une grande liste de sujets sur lesquels la Chine et la Russie n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts, notamment en Asie centrale et ailleurs. C'est ça que les États-Unis voudraient essayer de jouer aujourd'hui dans ce grand jeu. Bon, Alexandra Goujon, je ne vous ferai pas la vacherie de vous demander ce qui va se passer maintenant, s'il va y avoir la guerre ou pas, mais malgré tout, les scénarios plausible aujourd'hui, donc cette conférence qui a été proposée par Emmanuel Macron entre Joe Biden et Vladimir Poutine, sur quoi peut-elle déboucher? Qu'est-ce qui vous paraît plausible aujourd'hui et quels sont les scénarios qui sont à écarter si vous en voyez d'ores et déjà à écarter? Alors, moi je pense qu'il y a deux terrains de jeu. Le premier, c'est la question de l'architecture de sécurité en Europe et l'OTAN. Là-dessus, de toute façon, on peut continuer à avoir une négociation. Poutine, pour l'instant, peut-être aura du mal à s'en satisfaire, mais sur le contrôle des armements en Europe, par exemple. Ça, il peut y avoir un terrain d'entente là-dessus. Le deuxième terrain de jeu, c'est le Donbass. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Donbass. Je rappellerai que dans les républiques séparatistes, il y a eu évacuation de la population qui continue, mobilisation générale, et qu'il y a une intensification des tirs. Donc, à n'importe quel moment, quelque part, on se demande si la Russie ne peut pas prendre prétexte, on va dire, d'un accrochage, d'un incident, puisqu'en fait, là, ils incriminent sans cesse l'armée ukrainienne. Ces accrochages sont quand même présents depuis 2014. Il y en a plus que d'habitude, mais il y en a toujours eu 5000 morts depuis 2014. C'est un conflit d'intensité importante. 14 000 morts. Pardon. Voilà. 14 000 morts. C'est un conflit qui a été très intense en 2014-2015. D'accord. Ensuite, après les accords de Minsk, c'est devenu un conflit de basse intensité, avec, on va dire, de manière cyclique, effectivement, des tirs. Mais là, depuis 4 jours, si je puis dire, on est revenu à une intensité qui rappelle 2015, avec des villages qui n'avaient pas été touchés depuis des années, et notamment des infrastructures de civiles, en fait, hein, parce que les accrochages, souvent, concernaient plutôt les armées respectives. Donc vous avez raison, c'est un conflit de basse intensité, mais avec une intensification et quelque part une espèce de préparation côté séparatiste qui inquiète. Merci en tout cas de vos explications respectives. Alexandra Goujon, l'Ukraine de l'indépendance à la guerre aux éditions du Cavalier Bleu, Frédéric Charillon, Guerre d'influence aux éditions Odile Jacob,